Ok, je dois vous dire que je suis un peu inquiet. On a l'habitude de se faire des soirées films avec Ruth, Eva et Kevin. On apporte à chaque fois un film et on passe un beau moment devant. Sauf que ce soir, c'est à moi d'en amener un. Or, Ruth est malade et Eva n'est pas disponible non plus. Je fais donc une soirée seule avec Kevin et je dois avouer que je le connais un peu moins en fait. J'ai plus de peine à cerner ses goûts et il me reste que quelques heures pour choisir un film. Bon, qu'est-ce que je sais de lui? Hello, Hello. ça va? Ça va et toi? La forme? Ouais, Oui, on est que deux ce soir. C'est vrai qu'il n'y a pas les autres... Ouais, c'est vrai, je crois que c'est la première fois. Ouais. T'as pris le film? Ah oui, alors, je t'avoue que j'ai quand même pas mal hésité, hein. Et finalement, j'ai opté pour ça. C'est africain. Ok, go. Le film commence sur une réunion de politiciens sénégalais corrompus et oh là là, le format. Oh, le format, il est tout réduit. Oh merde, le son, il grésille un peu aussi. Nous devons nous serrer les coudes et être solidaires. Les couleurs, elles sont... Oh, ok, il va falloir faire un effort pour se mettre dedans. J'espère que Kevin ne sera pas rebuté dès le début. Hein. Donc, parmi ces politiciens, on découvre El Hadji Abdoukader Beye. Celui-ci annonce qu'il va prendre une troisième épouse et invite ses collègues à son mariage. Je vous garantis que rien ne manquera. Il rentre chez lui et c'est l'occasion pour nous de découvrir sa famille et notamment sa fille à fort caractère. Elle dit être contre ce troisième mariage qu'elle juge rétrograde et d'un autre temps. Elle en parle avec la première épouse d'El Hadji, puis avec son père qui lui répond. El Hadji rend ensuite visite à sa deuxième épouse, une femme plus jeune et très soucieuse de son apparence. On découvre qu'elle est convaincue que c'est la première épouse qui l'a convaincue de prendre une troisième. Comment, répond-il? Non, ce choix ne vient pas de ma première épouse, mais de moi et de moi seul. J'assume totalement ma luxure et mon statut de patriarche. Là, il ferme sa gueule et baisse les yeux. En effet, le film nous fait vite comprendre qu'El Hadji est plutôt lâche dans son genre. Il laisse ainsi sa deuxième épouse s'énerver contre sa première, puis s'en va non sans lui avoir laissé quelques billets. Bref, tout ce petit monde se rend au mariage, on boit, on mange, on se cure le nez, on propose aux mariés de mettre un caftan. C'est quoi ça? C'est une tunique longue. Puis ça symbolise quoi du coup? Je sais pas, je cherche. Toi tu sais pas? Pourquoi je le saurais? Je sais pas. En tout cas, je trouve pas d'infos sur internet. Il y a que des sites de fringues destinés à vendre des habits à des blancs en décontextualisant complètement la portée culturelle. En fait c'est un peu comme un yukata. On propose au marié de mettre un caftan, mais celui-ci trouve ça ridicule, démodé et refuse tout net. Au nom d'une prétendue modernité, il choisit donc de bafouer la coutume traditionnelle et évidemment ce n'est pas très bien accueilli par la famille de la mariée. Mais bon, c'est jour de noces, alors on accepte, on mange, on fête, on magouille entre politiciens véreux. Tu m'as compris? Ok. La cérémonie se termine et on lui dit d'aller se préparer à... Jordi, c'est quoi cette bouteille de lait? Bref, le couple s'apprête à passer sa nuit de noces. Mais après un moment, la mère de la mariée rentre dans la chambre et découvre qu'il n'y a pas eu pollinisation. El Hadji, gêné, révèle qu'il s'est retrouvé impuissant. Dès le lendemain, la nouvelle se répand, faisant gonfler une sournoise rumeur qui n'envierait aucun bougre viriliste, il aurait le rala. Ah, le titre du film! Putain, si on avait traduit ça en français, ça s'appellerait impuissance sexuelle. Ou en québécois, la bisoune de la glace de Bien. Y a aucun Canadien qui dit ça. Plus sérieusement, c'est dommage qu'ils aient pas traduit. Ça aurait claqué comme titre, impuissance sexuelle. J'ai une explication. Bon, le terme rala, déjà, c'est du Wolof. Et comme tu l'as remarqué, le film a la particularité d'avoir deux langues principales, le français et le Wolof. C'est quelque chose d'assez malin parce que ça représente deux identités de la société sénégalaise. Le Wolof est surtout parlé par les femmes entre elles, mais aussi avec les mendiants qui interviennent régulièrement dans les films. Le Wolof, c'est l'identité sénégalaise. Le français est parlé par El Hadji et ses collègues corrompus. Le film utilise alors le français pour illustrer l'héritage du colonialisme. Ceux qui le parlent sont les politiciens véreux qui ont abandonné les traditions pour se prendre pour des Européens. Parler français pour eux, c'est classe. Sauf qu'ils font un amalgame entre le colonialisme et la classe. Du coup, c'est plutôt malin. En utilisant le français en plus du Wolof, il rend son film beaucoup plus accessible, tout en gardant le fait que le Wolof, c'est sa langue principale. Ouais, et du coup, ne pas traduire le titre en français, c'est signifiant. Alors, peut-être que je m'avance un peu, car je connais pas les discussions qu'il y a eu concernant le marketing du film. Mais le fait de garder le nom Wolof signifie clairement une affirmation de cette culture et de cet héritage, surtout quand c'est opposé au français qui symbolise une certaine forme de corruption. Tu m'as compris? Ok. À ce moment-là, on avait un creux et on a décidé de faire une petite pause. Je voulais faire quelques recherches sur le sujet aussi, car le film commençait vraiment à m'intriguer. Mais du coup, tu connaissais pas du tout ce réalisateur? Pas du tout.
Ok, parce qu'il a quand même une carrière assez ouf, hein. Alors apparemment il est né au Sénégal et il a rapidement été viré de l'école. Il termine quand même sa formation dans l'établissement scolaire de son oncle, puis il enchaîne les petits boulots. Il sera notamment maçon et mécanicien. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'intéresse un peu à l'histoire et à la politique et il devient anticolonialiste. Il va même commencer à militer. Il va devenir un écrivain et publier des livres dès les années 50, mais c'est en 1961, donc à quasi 40 ans, qu'il va s'intéresser au cinéma et entrer à la VGIK, l'école de cinéma de Moscou, grâce à l'aide de Georges Sadoul, un critique et historien du cinéma hyper important de l'époque et dont on reparlera peut-être un jour. Il va réaliser des films à partir du milieu des années 60 et jusqu'en... 2003 quand même. Il décède finalement en 2007 à 84 ans. Il a même arrêté sa carrière d'écrivain pour se consacrer au cinéma. Et apparemment, une image qui l'a marqué, c'est celle dans un film de Chaplin où il y a les gens qui se changent en moutons. Oui, c'est le début des temps modernes. J'adore ce film. Ah oui ? Ah, je pensais pas que t'aimais le cinéma muet. Pas le muet, je préfère le burlesque. Quand j'étais gamin, je regardais plein de films. Dès que je voyais Chaplin, ça suffisait déjà à me faire rire. Il avait un visage identifiable, il était super attachant, et surtout, il avait tellement de situations comiques. Mes parents ont vu que je ponçais des VHS de Chaplin, et du coup ils m'ont trouvé aussi des films d'autres comiques à l'époque. Au début, ça me plaisait moins, ils avaient ni canne, ni chapeau rond. Et puis, petit à petit, ils m'ont tous marqué. Les cascades de Keaton, les grimaces de Hardy, ce sont vraiment mes plus vieux souvenirs du cinéma. C'est un peu grâce à eux que j'ai commencé le cirque. Tu fais du cirque aussi ? Oui, mais pas professionnellement. J'ai arrêté il y a un moment. T'en avais marre ou... Non, ça coûtait cher et puis j'avais besoin de plus d'heures à McDo. Ah merde. Peut-être que c'est eux aussi qui m'ont influencé à faire plein de petits boulots différents. Je ne savais pas du tout comment Kevin s'était intéressé au cinéma, et je trouvais ça d'autant plus fou qu'on en regarde ensemble depuis des années. Pour le coup, je me sentais un peu con. On a mangé un truc et on a repris le film. On en était au marié qui ne savait pas quoi faire avec son rala. Il se rend donc sur conseil d'un copain politicien véreux dans un village pour consulter un guérisseur, une sorte de pharmacien pour les mauvais sorts. Ce dernier lui prescrit une bouteille avec laquelle il doit se badigeonner, un bracelet attaché au poignet, une ceinture à porter autour des reins et un fétiche à mettre dans la bouche. Puis il devra ramper de la salle de bain jusqu'à sa femme. Ok. Je suis pas sûr que ça marche. Alors qu'avec de la chloroquine et du jus de carotte, il faut que les gens y sachent quand même. Joe ? Attends, je retrouve plus mes identifiants Facebook. Donc il fait tout ça et ça marche si bien que... Ah bah non, ça n'a pas marché du tout. Donc il est toujours aussi impuissant et comme si ça suffisait pas, le lendemain, il voit sa seconde épouse qui l'engueule et lui soutire une fois de plus de l'argent, ce qui nous le montre encore plus faible et impuissant que jamais. Son chauffeur lui suggère alors un autre soigneur. Il y va, le soigneur lui fait comprendre que c'est un maléfice et le lui retire. Hop, il se sent à nouveau vigoureux et tout en virilité. Il retourne en ville affublé de son plus grand sourire carnassier, mais aïe, sa troisième épouse est indisposée. Le voilà donc bien scrogneux et comme si ça ne suffisait pas, débarque sa fille féministe qui une fois de plus exprime toutes ses réticences envers la polygamie. Une polygamie d'autant plus gênante que sa nouvelle épouse a l'âge de sa fille. Mais Eladji s'en bat les steaks et il part retrouver ses collègues, sauf que ses amis commencent à s'éloigner de lui, il perd son argent et se retrouve à son conseil de magouilleur où on veut le virer, il tentera de se défendre en Wolof et il est alors taxé de racisme. La langue officielle est le français. Raciste. Et du coup on lui retire son statut. Son commerce est lui aussi touché par le mauvais œil et comble de la cerise qui fait déborder le vase, le guérisseur débarque de nulle part et lui redonne le rala. Dans ma langue, on appelle ça une putain de journée de merde. Ou un lundi. Bref, c'est la maxi-merde, mais heureusement son chauffeur connaît un autre guérisseur. Ce dernier est convoqué, mais se ramène avec tous ses potes mendiants. Eladji se montre quand même un peu gêné de les voir comme ça s'installer chez lui. Afin d'être sûr de ne pas être invité à combattre un dragon, Eladji leur demande pourquoi un tel sbeul chez lui, et le guérisseur va alors le plot twister. Lors de son premier mariage, Eladji avait engagé toutes ces personnes pour bosser pour lui, mais sous un faux nom. Par la suite, toutes ces personnes ont été arrêtées et expropriées alors qu'Eladji jouissait des gains de sa trahison. On apprend ainsi que c'est ce guérisseur qui lui a donné à l'origine le khala. Stupeur. Mais pas tremblement. Car on le rassure, le mauvais sort peut disparaître à condition qu'il se mette à poil et qu'il se laisse cracher dessus par l'ensemble de la troupe. Il s'exécute, on lui crache dessus, c'est humiliant et c'est fini. Ok, t'en as pensé quoi? C'était cool. Et toi? Bon, alors je dois commencer par avouer mon ignorance, je ne connais vraiment rien du cinéma africain. Cette méconnaissance rend du coup le film un peu moins accessible pour moi. Mais en disant ça, j'attribue des spécificités au cinéma africain, donc je vais devoir développer. Et pour ça, vu que j'y connais rien, je vais devoir le faire à partir de mes impressions personnelles de spectateur lambda. Et à partir de là, je remarque qu'il y a deux éléments qui tranchent avec ce que j'ai l'habitude de regarder. Le premier élément, c'est que c'est quand même vachement fauché. Le son il est pas top, il y a pas de studio, la caméra elle fait quand même un peu vacances à la mer avec la famille. Bref, il y a vraiment pas de pognon, c'est réalisé avec peu de moyens et du coup ça fait un peu film amateur. Or, il ne l'est pas. Je vous rappelle que le réalisateur a fait des études de cinéma en URSS, a été accueilli à Cannes, et là je ne vous parle que de son lien avec le cinéma étranger, mais sans avoir aucun besoin d'aller jusque-là, ça reste un film avec un budget qui bénéficie d'une production, d'une équipe technique et d'un tas de rouages humains dans la machine à cinéma. Le film est donc loin d'être un travail amateur. Et je dis ça, mais j'ai rien contre le travail amateur, je connais et j'aime bien ça. Ça fait plus de 10 ans que je fais des films fauchés avec Rouf, tenez, regardez. Rouf, tu veux jouer à la roulette russe? Ok, tu commences. Ok. Qu'est-ce qu'on s'amuse.
Le deuxième élément qui me le rend moins accessible, c'est qu'il met en scène et commente une culture à laquelle je ne suis pas familier. Ça se traduit de plein de manière. Certains enjeux, comme celui de la nuit de noces, me semblaient relever du gag avant que le film ne lui donne une importance de premier ordre. Au contraire, j'ai sans doute pris plus au sérieux des passages qui se voulaient plutôt comiques. Mais le meilleur exemple, c'est celui de la polygamie. Je peine à savoir si c'est quelque chose d'accepté ou de condamné par le film, car sa fille fait certes la morale au père qui prend une troisième épouse, et celui-ci n'est pas présenté comme un modèle de vertu. Mais la fille, elle est aussi un peu dépeinte comme une jeune fille ignorante des traditions et remise en place par sa propre mère. Donc le fait que je ne sois pas familier avec cette culture affecte ma compréhension même de la structure du film. Par exemple, je n'avais pas mentionné qu'une place importante est accordée aux mendiants, mais ceux-ci sont intégrés aux enjeux narratifs qu'aux dernières minutes du film. On a donc à plusieurs reprises des courtes scènes, voire même seulement des plans, de mendiants chassés dans les rues, sans que je ne comprenne vraiment ce que ça fait là, jusqu'à ce que je découvre qu'on est face à des scènes qui dépassent la narration et s'attardent à représenter à l'écran une réelle misère qui touche le pays. Mais la plus grande incompréhension que j'avais à la base, c'était Rala. Que je prononçais Xala et qui ne m'évoquait rien d'identifiable. L'élément métafilmique le plus important à l'identité du film ne me donne ainsi aucune info sur ce qu'il est. Contrairement par exemple au film belge La merditude des choses, là je comprends directement de quoi ça veut parler. Et je vous le recommande chaudement au passage, il est vachement cool. Bref, je trouve ça un peu dommage. Alors ok, ça fait sens de ne pas avoir traduit le titre, mais je ne peux m'empêcher de me dire que s'il l'avait fait, non seulement le film aurait pu toucher un public plus large en s'adaptant à lui, mais en plus, la trad aurait eu vachement de gueule. Du coup, le film n'est pas très accessible, jusque dans son titre. Mais si on fait l'effort de se laisser prendre, ça peut être cool. Ouais. Plot twist, je suis pas d'accord avec toi. Quoi ? Ouais, non, pardon, j'ai gâché l'effet, mais je voulais pas cracher partout. Bon, pour résumer, t'as axé tout ton discours sur le fait que le film est différent à ce que tu vois d'habitude. Du coup, ça le rend moins accessible. Alors, je n'ai rien à redire sur la question du budget. Effectivement, ça se ressent fortement. C'est plus la question de la différence culturelle. Pour toi, ça fait que le film est moins accessible, car il n'utilise pas les mêmes codes que ceux dont tu as l'habitude. Pour moi, c'est plutôt l'effet inverse. Le fait que je ne connaisse pas du tout et que je remarque des différences, ça attise ma curiosité. Le titre est un bon exemple. Comme tu l'as dit, ça ne réfère à rien de ce qu'on connaît. Ok, certains diront qu'ils ne savaient pas de quoi ça parle et passeront à côté, alors que moi, un titre comme ça m'intrigue. J'ai donc d'autant plus envie de le voir pour comprendre ce que c'est. En gros, t'es un connard fermé d'esprit. Et moi, je suis cool. Ok, alors je vais te calmer tout de suite, même si je vois ce que tu veux dire. Et t'es pas le seul à envisager le titre ainsi. Je lis la même chose de la journaliste Virginie Andria Mirado. Selon elle, le titre, ne renvoyant à rien de connu pour le public occidental, il produit immédiatement un suspense lui donnant envie de découvrir ce qui se cache derrière. Alors, moi je suis qu'à moitié d'accord avec ce postulat. Déjà, ne serait-ce que parce que le film, et plus généralement la filmo d'Ousmane Sembène, me semble complètement inconnu du grand public, et même d'une partie importante du public cinéphile. Mais surtout, j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel. Là, on a parlé du film à travers l'altérité qu'il développe pour moi, spectateur occidental. Et c'est une grosse déformation, parce que le film, avant tout, s'adresse au public africain, et surtout sénégalais. Autrement dit, le film s'adresse ici à un public spécifique. Donc si le film s'adresse à un public spécifique, on peut supposer qu'il porte un message qui leur est spécialement adressé à travers une forme particulièrement compréhensible pour lui. C'est une démarche très différente d'un film Marvel où on cherche à avoir le message le plus large possible dans une forme très incluante afin de plaire à tout le monde. Et pour bien comprendre ça, il faut revenir sur la carrière artistique du réalisateur. J'avais mentionné plus tôt qu'Ousmane Sembène avait commencé sa carrière artistique en publiant des livres. Mais pourquoi être passé au cinéma ? Parce qu'une bonne partie de la population sénégalaise était analphabète, et le but d'Ousmane Sembène était de s'adresser à eux plutôt qu'au public occidental. Le cinéma est alors apparu comme un moyen plus accessible et plus direct pour s'adresser au public sénégalais. Le but de Rala n'est pas de développer un message universel ni d'attirer tout le monde dans les salles, juste s'adresser aux Sénégalais et leur présenter une vision de la société qu'ils partagent. Ça ne veut pas dire que le public occidental ne peut pas comprendre, mais si on veut vraiment aborder le film correctement, on doit penser au fait qu'on n'est pas son public cible. Et je sais que ça peut paraître basique de rappeler ça, mais j'ai vu beaucoup de critiques parler de cinéma sans vraiment réfléchir pleinement à leur place de spectateur. Moi, je sais que je réfléchis depuis mon canapé. Je te propose que maintenant, on parle du film à partir de notre point de vue de critique assis dans ton canapé. Donc, après ce beaucoup trop plein de mots pour identifier le public cible, voyons maintenant ce qu'il nous dit réellement. Qu'est-ce qu'il nous dit, Kevin ? Que les préjugés, c'est mal ? Ah ouais ? Comment ça ? Bah, y a pas mal d'exemples sur le sujet. Déjà, Eladji se méfie dès qu'il a affaire à des personnes d'un rang social moins élevé. Ensuite, quand il parle Wolof à la fin du film, on le prend tout de suite pour un raciste. Et il y a ce moment aussi où il cherche un truc à voir avec son pote et il va forcément prendre un film sénégalais juste parce que il est noir. Mais peut-être que je confonds avec un autre film. Ouais, non, tu confonds complètement. Et en plus, c'est même un peu réducteur comme angle d'approche. Du coup, t'es complètement aveuglé par ton propre avis et tu passes complètement à côté de ce qui est suggéré. C'est un peu dommage. Ouais, ça doit être ça.
Bon, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que le film fonctionne constamment sur des oppositions. Voilà quelques exemples. Le mari est souvent représenté à l'extérieur. Les épouses sont souvent enfermées dans leurs appartements. Opposition aussi entre une vieille génération incarnée par sa première épouse et une jeune génération avec sa fille rebelle. Une opposition entre les langues utilisées, le français pour se donner un genre occidental et le wolof pour se rattacher à l'identité sénégalaise. Opposition entre riches corrompus et pauvres mendiants. Et ça, c'est encore lié à une autre opposition, la ville moderne dont on cherche à chasser les pauvres et la campagne qui apparaît comme une absence de modernité, mais aussi un retour aux sources, à un lieu que la corruption n'a pas affecté, où les gens sont plus honnêtes. Au milieu de toutes ces oppositions, le personnage principal a ainsi une fonction assez simple. Il sert de pont entre les différentes oppositions. Ah mais c'est pour ça qu'il se laisse marcher dessus comme un pont tout long du film. Ouais, voilà. Effectivement, ce personnage est au centre de toutes ces tensions. Il veut rompre avec ses racines en parlant français, en s'habillant à l'occidental, mais une fois touché par la malédiction, il s'en remet à des guérisseurs et des gris-gris. Il perd ses apparats modernes pour retourner à ses croyances culturelles. Il fait aussi le pont entre les générations à travers sa polygamie. Sa première épouse, plus âgée, représente une frange plus traditionnelle du Sénégal. Sa seconde épouse représente l'occidentalisation du pays. Et enfin, sa fille représente le progressisme et le futur de cette société. C'est aussi lui qui fait la transition entre les espaces extérieurs et intérieurs. Le personnage étant à son sommet lors de son mariage se déroulant dans un vaste jardin, puis reclus chez lui en intérieur pour subir l'ultime humiliation. Il fait aussi la transition entre la ville moderne et l'extérieur où il retrouve les guérisseurs. En étant ce passeur, El Hadji est présenté comme un arriviste. Il se conforme au modèle occidental, mais il n'hésite pas à chercher de l'aide à ceux à qui il a tourné le dos dès que ça se gâte pour lui. Il veut avant tout être là où ça lui profitera le plus. C'est un anti-héros, et tout le film nous présente ce mauvais modèle payer ses fautes. Bref, le film expose une certaine idée de la morale. Ah c'est marrant, parce que pendant que je t'écoutais pas, j'ai trouvé d'autres infos sur le réalisateur. T'avais dit plutôt que Sam Ben avait été très marqué par le début du film, les temps modernes de Chaplin, et je le comprends. Genre même gamin, l'image des gens qui se transforment en bétail, je l'avais compris tout de suite. Et ouais, c'est moyen hyper clair de montrer que le travail à la chaîne c'est déshumanisant. Et ça, mais bien évidemment que ça parle à ce réal. Je rappelle que l'homme a fait ses études de ciné en URSS à un moment où le médium intéressait plus les cinéastes pour sa capacité à mobiliser les foules plus que ses questions esthétiques ou artistiques. D'ailleurs, Ousmane Sembène rejette le concept de l'art pour l'art. Le cinéma, pour lui, c'est un outil didactique qui permet de parler à un large public. Le cinéma est l'art populaire le plus proche de nous. Nous passons de l'oralité à l'image. Si je résume un peu trop grossièrement, il a ainsi eu deux publics. Un public pour sa littérature et un pour son cinéma. Un public qui était plutôt occidental avec sa littérature, où il était question de mettre en lumière son identité sénégalaise auprès des Européens. C'était cool, mais le public sénégalais, lui, il était un peu mis sur la touche. Alors il délaisse la littérature au profit du cinéma, pour justement s'adresser directement à ses compatriotes. Plus encore, il va utiliser le wolof dans ses films et mettre en image la culture sénégalaise et ses problématiques. Si le film a quelque chose d'un peu démonstratif, on a un homme corrompu qui va le payer à différents niveaux pour prendre enfin conscience de ses fautes, c'est que le réalisateur utilise le cinéma comme un outil d'éducation pour que l'individu concerné puisse s'émanciper. Vous pouvez orienter les pensées ou les options du spectateur. C'est ça notre métier, ce qui le rend pour moi intéressant et en même temps très politique. C'est pour ça que le film est aussi moche? Alors non. Mais oui. Non, parce que c'est pas parce que t'as une équipe réduite et une caméra moins haut de gamme que ce que tu fais c'est moche. Ce sont des codes esthétiques différents et franchement, il y a quand même des moments où je trouve qu'il utilise la lumière avec pas mal d'habileté par exemple. Il y a ce cadrage là que je trouve très cool aussi. Mais non, parce que les considérations esthétiques et artistiques ne sont pas les principales préoccupations du film. Plutôt que de chercher l'angle de caméra qui mettra le mieux en valeur un décor travaillé ou une certaine poésie du réel, Sembène cherche plutôt l'efficacité. Tout est construit pour mettre en avant sa vision anticolonialiste. Pour cela, il utilise une mise en scène efficace au service de son message. Il aborde un prisme qui s'adresse directement aux Sénégalais, et ce prisme, c'est celui des Sénégalais qui cherchent à jouer à l'homme occidental en rompant avec leurs racines identitaires sénégalaises. C'est ce qu'on trouve déjà d'ailleurs sur la jaquette du DVD. Tu veux dire ce gros code barre pour dénoncer le capitalisme occidental? Non, Kevin, ça c'est le code barre de la médiathèque, arrête de dire n'importe quoi. Le titre est en wolof, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est intéressant de voir que le personnage principal n'est pas mis en avant. Au contraire, il est de dos, dans son costard et dans l'ombre. Il représente la partie la plus sombre de l'affiche. Et la vedette, c'est le guérisseur mendiant. Ce personnage qui apparaît à peine quelques minutes dans le film domine l'affiche. On met clairement en avant une culture sénégalaise plus traditionnelle face à celle d'El Hadji, qui parle français pour se la péter, met de beaux costards et se prend finalement des malédictions pour ne plus pouvoir mendier. Contrairement à ce magnifique arc que j'ai acheté rien que pour l'occasion. Du coup, Rala a des allures de comédie. Rala a des allures de comédie, des moments de drame, mais est avant tout un message politique. Et en sachant tout ça, j'arrive mieux à le comprendre. Pourquoi il y a des plans à des moments aléatoires de mendiants dans la rue? Car le plus important n'est pas la continuité scénaristique, mais le message porté par l'image. Il montre la violence d'une société de classe qui engendre par la corruption des mendiants à la pelle. Il nous montre aussi des corps réellement mutilés, qui surgissent d'un coup sans que la trame scénaristique ne le justifie vraiment. Bref, on a ici pas mal de cinéma vérité. D'ailleurs, le cinéma vérité est aussi une rêve du réalisateur qui évoque le Kino Pravda comme influence. Et du coup, tu vas nous expliquer ce qu'est le cinéma vérité et le Kino Pravda? Oui, mais pas aujourd'hui. Bah, pourquoi? Parce que j'ai bientôt plus de voix. Bah, je te sers un truc à boire.
Ah, volontiers. Mais du coup, toi, par contre, tu m'as pas dit ce que tu pensais du film. Je suis pas très film démonstratif, mais là ça va. Je pense que tu seras d'accord avec moi, le film n'est pas particulièrement subtil. Le message qu'il veut faire passer, il est plutôt frontal. Mais là, je sais pas. Je pense que c'est le fait qu'il soit assez différent de ceux que j'ai l'habitude de regarder. Et vu que je suis plutôt curieux, je suis content de découvrir un genre de film que je n'ai pas l'habitude de voir. Et en vrai, je le conseillerais assez à des gens qui voudraient découvrir le cinéma africain. Le message est simple à comprendre, t'as de l'humour, bref, c'est une chouette porte d'entrée. Je suis content, j'ai bien choisi. Oui, c'était un choix original. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce film? Mais parce que t'es noir. Mais je suis pas sénégalais. Ouais, mais je savais pas que le film était sénégalais. Bon, c'est vrai. Bah, c'était cool. Je suis content si ça t'a plu aussi, alors. Mais du coup, tu viens d'où? Non, mais avant tout, je me sens un peu comme un citoyen du monde, tu vois. Mais si tu veux remonter dans mes origines, il y a mon grand-père, il avait ouvert un bar de bretzel en Irlande. Après ça, on a encore discuté un moment et j'ai appris à connaître un peu mieux Kevin. Je me suis emmerdé pour trouver un film qui pourrait lui plaire alors qu'au final, ce qui le caractérise le plus, c'est peut-être le fait qu'il se prenne pas la tête. En fait, c'est peut-être un peu l'inverse du personnage d'Eladji. Eladji est obsédé par sa propre réussite. Il en veut toujours plus. C'est ce qui le mène à se mettre en conflit avec tout le monde et à recevoir cette malédiction. Kevin, lui, il est pas comme ça. Il cherche jamais le conflit. Il vit tranquillement, au jour le jour. Et il a l'air heureux comme ça. Il a de la chance, j'aimerais bien pouvoir me faire autant peu de soucis que lui.